Bon, ben alors nous pouvons y aller. Bien, mesdames et messieurs, mes chers collègues, nous poursuivons ce matin les auditions conduites dans le cadre de la mission d'information intitulée Création, diffusion et acquisition des connaissances, comment l'intelligence artificielle transforme notre éducation et notre culture. Nous avons à présent le plaisir de recevoir Madame Sophie Viger, directrice générale de l'école 42. Nous vous remercions, Madame, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que l'école 42, fondée en 2013 et présidée par Monsieur Xavier Niel, est une école privée d'informatique qui repose sur des méthodes pédagogiques singulières. Pas de cours, pas de prof, pas de classe. Telle est des promesses audacieuses mises en avant par votre école. Au fil des auditions de cette mission d'information, il nous apparaît évident que l'essor de l'IA est voué à transformer nos manières d'apprendre et nos manières d'enseigner. L'école 42 se trouve à l'avant-garde de ces bouleversements, tant par son caractère technologique que par ses méthodes de pair à pair, fondées sur l'apprentissage et l'évaluation par les pairs. Vous aurez l'occasion, Madame, de nous en dire davantage sur la méthode 42, ses grands principes et ses enjeux. En outre, l'IA générative est de plus en plus perçue comme un levier majeur d'individualisation des parcours, et à cet égard, nous serions curieux de savoir comment l'école 42 intègre aujourd'hui l'IA générative dans son parcours de formation. L'IA peut-elle constituer, selon vous, un outil efficace qui répond aux enjeux d'inclusivité que promeut votre formation? Madame Vigier, afin d'aborder ces nombreux sujets et d'autres encore, je vous cède la parole pour un propos liminaire d'environ 5 à 10 minutes. Et dans un second temps, Madame Calvez, rapporteure de cette mission d'information, vous posera les questions qu'elle a préparées à votre attention. Vous avez la parole, Madame. Il faut appuyer sur le bouton. Voilà. C'est le bon bouton? Ok, Voilà. merci beaucoup. Oui, Donc oui. merci Oui. infiniment. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs. Merci beaucoup pour votre invitation. Donc en effet, je dirige l'école 42 depuis à peu près 7 ans. Ce sont 58 campus qui sont disséminés à travers le monde dans 30 pays et c'est 28 000 étudiants. Donc c'est une formation qui est gratuite, où il n'y a pas de cours magistraux, il n'y a pas de professeurs, il n'y a pas non plus de sélection par les diplômes. On recrute principalement sur la motivation et la capacité à apprendre par ce qu'on appelle des piscines. Donc c'est une période d'immersion d'1 mois. Et je pense que c'est important de le souligner. On recrute aussi des personnes que le système éducatif avait parfois mis de côté et convaincu qu'elles n'étaient peut-être pas capables d'apprendre et qui pourtant découvrent chez nous qu'elles peuvent penser, construire et même réussir par elles-mêmes. On a mené une étude par un organisme indépendant qui s'appelle Utopie, qui a montré que 76% des personnes qui rejoignaient 42 n'auraient pas eu les moyens de pouvoir poursuivre des études supérieures pour des problématiques de coûts, pour des problématiques bien sûr de diplôme ou de parcours. Concrètement, à 42, c'est une formation qui est basée sur l'apprendre par projet, ce qu'on appelle les PBL, Project Based Learning. Donc on apprend en faisant, on s'évalue entre pairs, puisqu'il n'y a pas de professeur. Ça veut dire qu'on échoue, on recommence. Il n'y a pas de honte à ne pas savoir à 42. Il y a même un véritable plaisir d'apprendre par soi-même et de réussir par soi-même. Et en plus, il n'y a jamais une seule bonne solution, puisqu'il y a différentes manières de pouvoir résoudre un même problème. Alors 42 est connu, comme vous l'avez dit, pour être une école dite de développeurs ou de codeurs, mais je voudrais appuyer sur le fait que notre ambition, c'est pas du tout de former uniquement des développeurs, et c'est ça qui va faire certainement la différence. On essaye de former et on forme des personnes qui sont prêtes à agir directement sur des problèmes, à s'adapter rapidement, activement et de manière volontaire. Ce qu'on appelle l'agentivité. Donc l'agentivité ou agency en anglais, on l'utilise plus souvent, qui est cette capacité à se sentir responsable, à se sentir maître de sa vie, à pouvoir affronter des problèmes inconnus et avoir le sentiment qu'on va pouvoir trouver des réponses. Et comment on construit cette agentivité? Eh bien, par la satisfaction répétée de réussir par soi-même. Et elle est aussi constituée de compétences que les entreprises recherchent, d'autant plus en cette période, pas non seulement les compétences techniques, mais aussi toutes ces compétences dites soft skills, power skills, deep skills, comme vous voulez, qui sont la collaboration, la communication, l'empathie, savoir travailler ensemble, savoir recevoir du feedback, savoir donner du feedback. Dans les questions que vous souhaitiez me poser, il me semble, 2 sont ressorties principalement, à mon sens, qui sont: est-ce que nos étudiants continuent à trouver un emploi?
malgré tous les propos alarmistes qu'on entend partout. Et est-ce que le modèle pédagogique de 42 tient finalement face à l'IA? Donc très rapidement, concernant l'employabilité, oui. Nos étudiants continuent à trouver des emplois et on n'a vu aucune baisse jusqu'ici. L'étude d'Utopie a montré des postes à 93%. Nos étudiants trouvent un emploi dans les mois qui suivent la fin de leur formation. Je parle dans l'ensemble des campus qui ont été audités. On est plus proche des 100% pour le campus de Paris. Donc ce n'est pas une situation qui est figée. Les métiers se transforment, je ne sais pas ce qui va se passer par la suite, mais en tout cas pour l'instant, nous constatons que les entreprises continuent à recruter des profils qui sont quand même particuliers, des profils qui s'adaptent facilement, qui sont autonomes, qui savent prendre des initiatives, et visiblement, on en a toujours autant besoin dans les entreprises. Je me permettrai de rajouter aussi que je ne vois pas comment des entreprises pourraient aussi déléguer de manière aveugle des compétences numériques ou des projets numériques à des superviseurs humains qui ne comprendraient pas ce que font l'IA ou des agents IA. Donc je pense que ce sont des compétences dont on a encore particulièrement besoin. On voit que nos étudiants travaillent dans des grandes entreprises comme OpenAI, Mistral, Hugging Face, etc. Ils ont aussi performé à de nombreux hackathons. On a par exemple comme exemple une équipe de 40 de Prague qui a gagné le hackathon Digi et du hack qui était organisé par la Commission européenne avec plus de 800 projets, une trentaine de pays qui ont participé, ce sont nos étudiants qui ont gagné. Il y a eu encore le hackathon Gemini 3 qui a été organisé. Là, ce sont 2 équipes qui sont arrivées sur le podium en premier et en troisième. Bref, ils performent dans ces hackathons, des compétitions sur l'IA. Et pourtant, ces étudiants n'ont pas nécessairement appris en tant que tel l'IA. Nous avons intégré, on en parlera plus tard certainement dans le programme de l'IA, mais c'est plus notre modèle pédagogique qui a permis, je pense, cette réussite. Et pourquoi ce modèle pédagogique? Parce qu'il rend nos étudiants qui ont des compétences pérennes indépendamment des outils qu'ils vont rencontrer. Donc, est-ce que l'IA change rien? Bien sûr que non. Elle change beaucoup de choses. Elle change l'approche, l'utilisation massive par nos étudiants, le fait que parfois l'effort cognitif peut être plus difficile parce qu'on peut avoir une solution beaucoup plus rapidement. Mais comme je vous le disais, nous, on a un design pédagogique qui fait qu'on ne va pas évaluer le résultat qui est attendu, ou pas uniquement, on va évaluer tout le processus qui a permis d'arriver au résultat. Cette évaluation, elle se fait dans le cadre des évaluations pair à pair. On pourra en reparler plus spécifiquement. On a aussi des examens qui sont, je vous expliquerai comment ils sont organisés, mais des examens où l'étudiant est seul, avec la machine bien sûr, avec l'ordinateur, mais il n'a pas accès à Internet et on évalue ses réelles compétences, sa capacité à résoudre des problèmes. On utilise aussi bien sûr le collectif, le droit à l'erreur, le jeu, qui est aussi un moteur extrêmement important. Donc finalement, l'IA dans ce cadre pédagogique, je ne voudrais pas dire qu'elle est nulle et non avenue, mais en tout cas, elle ne permet pas de pouvoir tricher dans ce système. Voilà, ça ne veut pas dire aussi, comme je l'indiquais, qu'il y a des personnes qui sont fragilisées par la venue de l'IA, qui pourront avoir peut-être moins confiance dans leurs compétences, dans leurs capacités, et qui vont vouloir l'utiliser comme raccourci, mais très vite, ils vont être confrontés aux examens face machine, ils vont être confrontés à leurs pairs, et du coup, ça ne va pas les servir beaucoup pour pouvoir avancer. Alors, une dernière chose que j'aimerais partager avec vous, c'est du coup peut-être, je ne sais pas la formule magique, mais quoi qu'il en soit, ça fonctionne très bien. Est-ce que ce serait transposable dans l'éducation? Ma réponse est oui, tout à fait. Et j'en veux pour preuve qu'il y a 4 ans, j'ai pris l'initiative d'aller voir l'Éducation nationale et de leur proposer d'utiliser une méthode 42 au sein même de l'Éducation nationale. Dans ces échanges, il est apparu que la porte du lycée n'était pas ouverte parce qu'il y avait déjà des possibilités avec l'option NSI, le collège non plus, donc on a orienté vers le primaire. C'était une vraie gageure parce que se demander si la méthode 42 allait fonctionner sur le primaire ou pas, c'est quand même des jeunes enfants. On a relevé le défi avec les équipes de 42 et on a créé le projet IOTA, qui est un projet pour les classes qui vont de CE2 à CM2. On l'a fait en collaboration avec la DNE. En 2025, donc l'année passée, on a 12 000 jeunes qui ont été formés à travers le projet IOTA, qui ne consiste qu'en 45 minutes, 1 heure par semaine, mais qui est mis au programme scolaire. Je vous passerai tous
retour dithyrambique, je voudrais dire qu'on a eu des institutrices, des instituteurs, des étudiants qui sont extrêmement émus par ce que ça apporte dans la classe, par la manière dont des jeunes vont pouvoir se révéler, vont interagir avec les autres écoliers. Mais ce qu'on a fait pour pouvoir prouver cet impact, on a mené une évaluation extrêmement sérieuse avec un laboratoire extérieur pendant 3 ans, sur 2371 élèves, avec des groupes témoins. Ça a été mené par Camille Terrier de l'Université Queen Mary et Fanny Landau du CNRS, et ça a montré des effets positifs sur 5 dimensions, les compétences scolaires, sociales, numériques, le réseau d'amitié, le bien-être scolaire. Et on a vu aussi des réductions très marquées sur le harcèlement scolaire et sur la confiance des enfants dans leur capacité à apprendre, particulièrement des enfants venant de milieux défavorisés. Donc oui, c'est transposable, ça a été documenté. Malheureusement, ce déploiement, il est difficile. Alors, en l'occurrence, parce que dans le primaire, c'est très difficile de pouvoir faire rentrer des outils. Il y a aussi, je pense, peut-être une résistance par rapport aux écrans, que je peux aussi comprendre. Mais en tout cas, voilà, je vous le dis, c'était assez frustrant. Mais on a réussi à prouver que ça fonctionnait. Voilà ce que je voulais vous dire en liminaire. Très bien, merci beaucoup, Madame Bugé. Madame la rapporteure, vous avez la parole. Monsieur le Président, merci pour cette introduction et vous avez effectivement identifié quelles étaient les questions principales qu'on se posait, mais votre intervention en pose forcément d'autres et même de nouvelles. Dans la méthode pédagogique utilisée par l'école 42 que j'ai eu l'occasion de visiter il y a quelques années, ce qui surprend le plus, c'est l'absence de professeurs, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un parcours à la main de l'étudiant plutôt qu'à la main du professeur. Néanmoins, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les moments où des adultes, des humains viennent accompagner, alors que ce soit au moment de la piscine, que ce soit aussi jusqu'au bout du parcours, à quel moment des professeurs ou en tout cas des accompagnateurs ou en tout cas des guides interviennent? Est-ce qu'ils sont distincts, puisque vous nous avez parlé du pair à pair, j'aimerais bien que vous puissiez approfondir ça. Est-ce que nous avons des tierces personnes au-delà du pair à pair? Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quel moment ça intervient la dose humaine? Alors la dose humaine, elle intervient tout le temps, je pense, parce qu'elle se fait par le collectif et par les apprenants. Et en revanche, il n'y a vraiment pas du tout d'intervention de professeur. Il n'y a pas de professeur, il n'y a pas de guide, il n'y a personne qui sait exactement. Donc la manière, concrètement, comment ça se fait, on a quand même une équipe pédagogique. Le rôle de l'équipe pédagogique a été de designer en fait un parcours dans lequel vous allez avoir des étapes, des exercices qui vont partir d'un exercice extrêmement facile et qui vont devenir de plus en plus complexes. Donc ça, c'est le travail des équipes pédagogiques, mais elles travaillent aussi sur tous les éléments qui vont être des éléments qui vont permettre de motiver les étudiants sur toute la partie gamification, sur le système de l'équilibre des points. On a un marché des points pour inciter les personnes à pouvoir collaborer. Vous gagnez des points quand vous corrigez, quand vous êtes corrigé par les autres. Donc tout le design en fait du système qui est gamifié et dans lequel on va analyser quelles sont les compétences, quels sont les savoirs qui vont être acquis au fur et à mesure de ce système. Et il n'y a pas d'intervention de professeur. Donc la manière dont ça va se passer, en fait, les apprenants vont devoir trouver des solutions, chacun par eux-mêmes, pour pouvoir résoudre un problème. Ils vont le résoudre de différentes manières. Donc c'est là où, quand on parle du fait que l'IA pourrait peut-être donner des exercices spécifiques à des personnes pour leur permettre d'apprendre dans ce qu'on appelle la zone proximale de développement, et qui serait vraiment l'endroit où on fournit l'effort exactement parfait. Nous, ça ne se fait pas par l'algorithme, ça se fait de manière organique. C'est-à-dire que chaque personne va créer son propre cadre d'apprentissage à sa vitesse, quand il le souhaite. Une chose importante aussi, le bâtiment est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc vous pouvez venir exactement quand vous le souhaitez. Donc un étudiant va apprendre parfois en lisant un manuel, en regardant une vidéo, en testant un morceau de code. Donc ils vont chacun créer leur propre cheminement d'apprentissage pour finalement résoudre un projet. Lorsqu'ils vont avoir résolu ce projet, ils vont le push sur le cloud, ils vont le push sur une Voxef, peu importe, et puis ils vont être corrigés par différents apprenants. Ces apprenants vont avoir non seulement une grille de correction qui permet en fait de tester, on va dire, des fonctionnalités. Ils vont essayer de pousser aussi le projet qui a été réalisé dans ses retranchements. Et puis surtout, ils vont s'intéresser à comment il a été réalisé.
comment tu as fait et pourquoi tu as utilisé telle variable, telle fonction, etc., etc. C'est hyper intéressant parce que ces moments en fait d'apprentissage, c'est des moments où non seulement la personne qui est corrigée va devoir formaliser son raisonnement. Donc évidemment, quelqu'un qui aurait triché, qui aurait utilisé l'IA va très vite être flagué. Et donc, il va avoir soit un 0, soit carrément il va être déclaré comme triche. Et la personne qui va corriger va aussi découvrir une nouvelle manière peut-être de pouvoir résoudre cet exercice. Voilà, je ne sais pas si ça a répondu. Merci beaucoup, vous incitez beaucoup et moi ça fait beaucoup écho aussi à l'intérêt de ne pas seulement évaluer le résultat, mais évaluer la façon dont on a eu de répondre à une même question, les plusieurs façons. On a eu souvent une crainte de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le cadre scolaire et enseignement supérieur plus classique, avec notamment le fait de déplorer qu'il suffirait d'utiliser une IA pour faire une dissertation sans vraiment réfléchir même au-delà du sujet. Votre méthode, finalement, elle est un peu comme ce que l'on pourrait faire à la maison, c'est-à-dire faire à la main de l'élève son propre parcours d'apprentissage et de se dire quelle est la meilleure manière de se poser les questions. Et ça résoudrait éventuellement ce qu'on se pose comme question sur est-ce qu'il faut encore donner des devoirs à la maison. Vous, ce que vous cultivez, c'est cette indépendance, cette autonomie. Vous dites que les écoles sont ouvertes tout le temps, mais est-ce que vous privilégiez aussi le travail à la maison ou c'est plutôt tout l'intérêt, c'est de venir dans l'école? Alors je dirais que l'intérêt, c'est plutôt de venir dans l'école, c'est le travail pair à pair. Je vois à quoi vous faites référence, c'est-à-dire à la classe inversée, qui a son intérêt, mais en fait, nous, on est allé au-delà, pardon de dire comme ça, mais du cours magistral. En fait, comme on n'a pas de cours magistral, on n'a pas cette difficulté. En plus, la difficulté de la classe inversée, si je peux me permettre, c'est aussi que la maison n'est pas la même pour tout le monde. Vous n'avez pas le même cadre d'apprentissage, la même liberté, les mêmes devices, le même temps, le même confort d'une maison à une autre. Donc ça rend même aussi la classe inversée peut-être pas toujours équitable. Donc là, le fait d'avoir des infrastructures qui sont accessibles en permanence pour des apprenants qui peuvent venir exactement quand ils le souhaitent, ça pallie en fait aussi à cet inconvénient. Et est-ce qu'on favorise le travail à la maison? Chacun fait comme il l'entend. Il y a des étudiants qui vont travailler un peu chez eux, qui vont travailler à l'école. C'est vrai que quand vous êtes sur le campus, on a en plus la chance d'avoir un campus où il y a beaucoup d'infrastructures, de services qui sont sur place et qui vous donnent envie d'être sur place. Il y a aussi toute une communauté, le collectif, tout ce qu'on appelle le socio-constructivisme qui se passe en dehors du fait d'être en train d'essayer de résoudre un problème, passer des heures à résoudre un problème. Vous en avez marre à un moment, vous allez vous lever, prendre un café, discuter avec quelqu'un, nouer des relations. Vous allez être porté aussi par ce collectif. Donc, voilà. Il y a une méthode, il y a un collectif et puis bien sûr il y a des outils. Je voulais savoir quels étaient les choix des écoles 42 dans l'utilisation de matériel, de logiciels, de modèles que vous utilisez. Comment vous intervenez dans une trentaine de pays? Est-ce que c'est un peu les mêmes outils partout ou est-ce qu'il y a une différence selon les pays? En gros, quels sont les outils on va dire, logiciel ou modèle d'IA vous utilisez? Est-ce que vous offrez une diversité d'accès, justement? Comment vous les avez intégrés dans ce qui permet le parcours personnalisé de l'ensemble des étudiants? Alors, on les a pas complètement... disons que ils ne sont pas intégrés dans le parcours. Donc, dans notre parcours, comme je vous le disais, on a intégré de l'IA, c'est-à-dire qu'on a intégré des projets. Alors, intégrer de l'IA, c'est pas apprendre à prompter. Nos étudiants savent très bien prompter. Dans l'intégration de l'IA, on a intégré en fait des projets dans lesquels ils vont apprendre comment ça fonctionne, c'est quoi des tokens, l'utilisation des tokens, etc., l'utilisation d'un LLM, mettre en place un RAG, voilà, questionner aussi les datasets, etc. L'utilisation de l'IA en tant que telle, en fait, quand on les fait travailler sur de l'IA, en fait, c'est des LLM open source qui sont très très légers et qui peuvent installer sur leur machine. Donc, par ailleurs, eux, ils vont utiliser beaucoup d'IA un peu différentes. En fait, c'est pas nous qui allons leur indiquer exactement quoi utiliser. Il y a beaucoup de projets, par exemple, IA ou pas IA, où c'est très agnostique. On leur demande de résoudre un projet. Ils peuvent utiliser différents types de langage. Donc, on est assez agnostique. Après,
si je vois où est-ce que vous voulez m'emmener, on les sensibilise énormément à toutes les questions liées autour de l'utilisation de l'IA, que ce soit sur la sensibilisation, sur toute la partie biais, sur à quel point on peut avoir des stéréotypes et des biais en fonction des modèles utilisés et en fonction aussi des données, mais en fonction aussi des promptings. On les sensibilise énormément sur toute la partie aussi propriété des données, sur la partie protection des données, RGPD. On les sensibilise essentiellement aussi sur la dépendance à l'IA, qu'il faut faire extrêmement attention. Je pense que c'est extrêmement bien de l'utiliser, mais de savoir aussi faire par soi-même, donc d'alterner. Et on les sensibilise aussi, ou beaucoup aussi, sur le raccourci que ça peut être et que ça peut éviter de comprendre complètement les fondamentaux. Donc c'est utilisé, mais à nous, moi j'insiste, dans nos programmes, les étudiants sont obligés malgré tout de passer par l'apprentissage de tous les fondamentaux, de l'algorithmie, de comprendre exactement ce qui se passe. Donc ils peuvent utiliser l'IA, mais comme ils doivent répondre du code qu'ils ont produit et de la qualité de ce qu'ils ont produit, ils doivent être capables de pouvoir l'auditer, de pouvoir le challenger, de pouvoir détacher l'IA et le traiter directement. Donc voilà. Merci beaucoup. Vous venez de dire qu'il y a une vraie invitation à prendre conscience des biais éventuellement dus au type de données utilisées pour entraîner, une sensibilisation également à la protection des données, que ce soit dans le cadre du RGPD ou la protection, par exemple, des données soumises aux droits d'auteur. Attention, vous l'avez dit aussi, à la dépendance. Moi, je voulais savoir comment vous inscriviez aussi vos formations dans la prise de conscience aussi de l'impact environnemental de l'utilisation de tous ces outils IA. Quelle place accordez-vous à une juste sobriété d'utilisation éventuellement? Alors, on le laisse à la main des étudiants. C'est-à-dire que c'est pareil, on a des conférences, on a des meet-up, on a tout ce genre de choses qui leur permettent de se sensibiliser. Et on a en fait des guidelines, comme je vous l'indiquais, au sein des projets et aussi dans notre knowledge base, qui les sensibilisent à toute cette utilisation et à l'impact que cela peut avoir. Après, ils sont libres et responsables. On essaie d'en faire des êtres éthiques qui ont le sens des responsabilités de ce qu'ils font, et ce, à travers tous les pays. Merci, vous avez parlé de l'employabilité. Alors, c'est vrai que d'une semaine à l'autre, on peut avoir des témoignages très différents. La semaine dernière, nous avions Pierre Dubuc d'Open Classroom qui constatait que parmi même les développeurs sortis de grandes universités, on avait une baisse d'employabilité. Vous affichez des chiffres qui sont justement beaucoup plus élevés. Diriez-vous que c'est parce que justement, vous vous prêtez attention à développer les compétences transversales et pas uniquement des compétences qui sont peut-être celles sur lesquelles insistent d'autres instituts de formation. Qu'est-ce qui, pour vous, attire le plus les employeurs dans ce que vous pouvez cultiver chez vos étudiants? Alors, pour revenir sur l'employabilité, il y a différentes choses. Je vous le dis, enfin, c'est sincère. On n'a pas vu de baisse d'employabilité dans nos étudiants. Alors, il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Il y a malgré tout une réalité. On a vu le Stanford AI Index qui montrait qu'aux États-Unis, il y avait une baisse de 20% sur l'employabilité des jeunes, des développeurs entre 22 et 25 ans. Donc ça a tout de même l'air d'être une réalité. On a vu aussi beaucoup de licenciements massifs, parfois avec la justification de l'IA. Mais voilà, on a un peu le même avis qui, je pense, est partagé. Il y a aussi des licenciements qui ont été faits en phase d'avance, en imaginant ce que ça allait être. Il y a une étude par Orgvue qui montrait que 55% des entreprises qui l'avaient fait le regrettaient amèrement, parce que derrière, quand elles ont mis en place de l'IA, parfois finalement ça s'avérait être plus coûteux, parce qu'on perd de la connaissance de l'entreprise, parce que l'ambiance que cela crée n'est pas toujours la bonne et la meilleure. Donc après, il y a, je pense aussi quelque chose qui est en train de se faire. On a vu par exemple hier le patron de Coinbase, Brian Armstrong, indiquait qu'il avait licencié 14% de ses employés. Mais là, c'est pas exactement la même chose, mais je pense que c'est ce vers quoi on se dirige. C'est plus sur une réorganisation de l'entreprise, plus orientée AI native, et où en effet, on va supprimer en fait des couches de management. On va avoir des équipes beaucoup plus réduites, avec des personnes qui sont extrêmement polyvalentes. Les rôles sont un peu plus poreux, et ça, je crois en effet qu'on se dirige vers ça beaucoup plus, mais il faut quand même garder des profils, et ces profils-là, c'est quoi comme type de profil? C'est justement des personnes qui maîtrisent la technique, qui sont peut-être beaucoup plus capables
de polyvalence, de passer d'un rôle à l'autre, des rôles qui peut-être arrivent à avancer son filet hiérarchique en prenant des décisions qui sont peut-être plus curieux. Et ce genre de profil-là, c'est justement le genre de profil qu'on forme à 42. Donc, il faut non seulement être capable... Je crois que la principale qualité, c'est l'adaptabilité, celle d'apprendre à apprendre. Je ne vous apprends rien. C'était Yuval Harari qui, dans son livre sur les compétences du 21e siècle, mettait cette compétence comme étant clé, ou Demis Hassabis de Google DeepMind qui disait qu'en fait, c'était l'élément le plus important. Je veux dire, tout change en permanence. On ne peut pas... y compris même nous dans nos formations, je veux dire le Manage Aeon qui a sorti Anthropique, qui est vraiment quelque chose d'absolument incroyable, qui vous permet, vous êtes chef d'orchestre maintenant, un dev n'a plus du tout besoin de toute une équipe, vous êtes capable de pouvoir monter une équipe entière avec un agent qui s'occupe du front, un agent qui orchestre tout, qui est chef d'orchestre, un agent qui s'occupe du front, un agent qui va vous créer en back-end, qui va vous créer l'API, un QA, etc., etc. Mais il faut être capable, et c'est des compétences particulières, de pouvoir orchestrer tous ces agents. Il faut avoir une compétence d'avoir tout dans la tête. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense qu'il faut des équipes un peu plus resserrées. C'est plus difficile d'organiser avec beaucoup plus de personnes. Donc des transformations, il y en a énormément. Deux autres points peut-être. Il y a un moment, je me disais aussi qu'il paraissait évident que des devs qui ont un peu des petites compétences, pardon, peut-être pas très jolies, mais qui ont peut-être un peu moins de curiosité, qui connaissent un langage, etc. Pour moi, il paraît évident que tout ça va disparaître, que ça amène à disparaître. Il faut être capable, en effet, d'orchestration, de comprendre tous ces éléments. Mais peut-être ça va pas si vite, parce que aussi, finalement, je vois que parfois des étudiants sont engagés sur des projets qui sont assez simples. J'espère que nos étudiants vont apporter justement cette vague d'IA pour aller plus vite. Mais même des projets simples, une entreprise n'a pas envie de les confier à quelqu'un qui n'y comprend rien. Je dirais, vous avez envie de les confier à quelqu'un qui va être capable de l'auditer, de le challenger, de le faire évoluer et de répondre du code qui est à l'intérieur quand même. Donc on continue à recruter. Par ailleurs, il y a quand même beaucoup d'investissements qui sont faits dans l'Union européenne, que ce soit en défense, en cybersécurité, que ce soit dans l'IA, dans le cloud. Et dans le cloud, il faut bien des personnes qui sont capables de comprendre et de gérer tous ces investissements, de s'en occuper. Donc il faut quand même encore des profils. Et puis il y a peut-être un dernier point qui est aussi qu'on parle de dev, mais en fait on parle de dev, mais ça regroupe tellement de compétences et de métiers différents que c'est quand même très compliqué. Et pardon de le dire, mais ça me rappelle un petit peu la grande école du numérique où on se disait ah ben dis donc, il faut former plein de devs. Alors super, donc on a formé des devs. Mais le rapport entre les devs et les devs dont on parle, ça n'avait rien à voir. On a formé par exemple beaucoup de devs qui faisaient du HTML, CSS et un peu de développement. Je veux dire, sur le marché, on s'en fichait complètement. On n'a pas besoin de ça. Aucune entreprise n'avait vraiment besoin de ces gens-là. Un dev, c'est-à-dire quand on parle de quelqu'un qui fait un petit statique pour son voisin, maintenant c'est très 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 facilement, on n'a même plus besoin de quelqu'un pour le faire, vous pourriez le faire tout à fait, et quelqu'un qui travaille, j'en sais rien, dans une banque sur la cybersécurité, je veux dire, ça n'a rien à voir, c'est pas les mêmes compétences, il n'a pas fallu, c'est pas les mêmes responsabilités, etc. Donc peut-être ce gros paquet où on met dev et dev, peut-être aussi une difficulté à comprendre exactement de quoi on parle. Merci beaucoup. Alors, vous pointez le besoin d'apprendre à apprendre, d'avoir une vraie adaptabilité. Vous nous avez parlé un peu plus tôt d'un projet mis en place avec l'Éducation nationale qui a touché 12 000 jeunes à raison de 45 minutes, 1 heure hebdomadaire. Ça n'avait pas l'air facile de pouvoir rentrer en contact avec l'éducation nationale. Vous êtes intéressé au primaire parce qu'on vous a dit qu'au collège et qu'au lycée, c'était pas possible. Est-ce que aujourd'hui, peut-être parce que ça a été annoncé depuis, quand on parle d'une sensibilisation à l'IA aux élèves, par exemple, de 4e, est-ce que c'est quelque chose qui peut être re-questionné avec l'idée de aussi aller proposer ce type de modules au collège? D'après vous, vous nous avez dit, voilà, c'est un outil informatique, il peut y avoir des réticences par rapport à l'utilisation de l'écran. Mais est-ce que c'est pas aussi parce que on n'utilise pas de professeurs en fait? Enfin, je voulais savoir dans quelle mesure comment s'organisaient ces sessions de 45 minutes. Est-ce que c'est des interventions
vous proposez des gens qui vont accompagner ces 45 minutes, vous mettez l'outil à disposition des enseignants. Je voulais savoir un peu plus comment cette expérience sur une année, si j'ai bien compris, est encore en cours, s'était mise en place. Et même si vous avez souligné qu'on pouvait déjà constater des bienfaits au niveau scolaire ou social et de cohésion, comment on pourrait aller un petit peu plus loin pour déployer ce type de module et dans plus d'écoles et plus de niveaux scolaires? Alors, vous me faites... Et j'ajoute aussi une question de coût, en fait. C'est-à-dire, est-ce que vous avez une évaluation de ce que ça représente comme investissement et quelle est la forme de partenariat avec l'éducation nationale? Alors, oui, tout à fait. Donc sur le coup, c'était mon engagement quand j'ai vu, c'était le ministre Blanquer, c'était 0 pour l'éducation nationale. Je lui ai dit, ce sera entièrement gratuit, on va le développer. C'était notre devoir civique de se dire qu'est-ce qu'on pouvait apporter aux enfants pour qu'ils apprennent à évoluer dans un monde digital dans lequel ils vont rencontrer tellement de dangers auxquels ils ne sont pas nécessairement éduqués. Donc ça n'a rien coûté. Pour nous, ça a coûté plusieurs millions d'euros voilà, pour développer cette plateforme. Sur comment ça fonctionne, alors c'est très loin de moi l'idée, en fait, le professeur est absolument indispensable. D'abord, on est sur des enfants, et en fait, le professeur a à la main aussi la manière dont la séance va se passer. Il est animateur, il organise aussi cette séance. La seule chose, c'est qu'il n'a pas besoin, enfin le professeur, l'instituteur ou l'institutrice n'a pas besoin d'avoir des compétences techniques, d'avoir des compétences en développement informatique pour les transmettre. C'est pas de la transmission de savoir. Donc c'est vraiment les enfants qui vont pendant 45 minutes travailler entre eux. Ça fonctionne un peu comme un jeu vidéo. Ils traversent des planètes, ils vont devoir résoudre des problèmes. Ils peuvent demander de l'aide à un autre enfant quand ils sentent qu'ils sont un petit peu bloqués. Et là, en fait, il y a des matchings qui se font. L'intervenant peut aussi intervenir, enfin l'instituteur, dans ces matchings pour orienter des matchings entre différents enfants. Et puis les enfants se lèvent, vont aider les autres. Donc ils se découvrent, ils apprennent à travailler ensemble, à s'entraider, et ils se corrigent aussi les uns les autres, un peu sur le même modèle que 42. Vous me faites extrêmement plaisir, je serais absolument ravie de pouvoir travailler avec l'éducation nationale. Ça n'a pas été difficile de travailler avec l'éducation nationale, c'était pas mon mot, pardon si je me suis mal fait comprendre. On a travaillé avec l'ADNE. Ce qui est plus compliqué, en fait, c'est en effet, je pense que peut-être les écrans sur des jeunes enfants, peut-être qu'il y a des instituteurs et institutrices qui sont plus réticents. Et puis, c'est le modèle, le fonctionnement aussi. Chez les primaires, les instituteurs et institutrices sont beaucoup plus maîtres, en fait, dans leur classe de ce qu'ils vont utiliser. Donc, c'est plus difficile pour nous parce qu'il faut aller les chercher un par un. Je veux dire, vous avez une start-up d'État, Pix, qui a eu un taux de pénétration qui correspond quasiment au nôtre auprès des primaires. Parce que c'est juste tout simplement plus compliqué. Le faire avec vous sur le collège ou le lycée, mais avec un immense plaisir. Vraiment, je serais tout à fait prête avec nos équipes à pouvoir travailler de manière collaborative. En plus, je pense pas qu'il faille faire ni tout blanc ni tout noir. En fait, c'est-à-dire que je pense que les cours tels qu'ils existent ont aussi beaucoup d'intérêt. On pourrait le voir, je le dis avec beaucoup d'humilité, mais par exemple à 42, quand vous arrivez sur des notions de mathématiques extrêmement importantes en IA, on ne va pas tout réinventer, c'est juste pas possible. Donc il faut à un moment aussi des cours, de la transmission, de savoir qui sont à des niveaux de compétences très élevés. Mais je pense que ce serait intéressant en effet de pouvoir glisser, injecter dans l'éducation nationale d'autres formes d'apprentissage, et je serais tout à fait prête à pouvoir vous aider. Alors après, je ne crois pas, si je peux remettre les choses dans l'autre sens, je ne crois pas que c'est l'IA qui va nous permettre des choses. Je crois que c'est vraiment le modèle pédagogique qu'il faut modifier et transformer. Et ce modèle pédagogique, on en est la preuve. On l'avait déjà modifié à 42 avant qu'il y ait l'IA. Mais je veux dire, ce modèle pédagogique qui s'appuie sur les pédagogies de Joseph Jacotot du début du 19e siècle. Ça existait déjà avant tout ça. Mais en effet, avoir une autre méthode, une autre manière d'apprendre qui va s'adapter beaucoup mieux au monde dans lequel on est, qui est beaucoup plus incertain. Donc développer ces compétences dont on parlait, c'est aussi une méthode pédagogique qui permet de développer ces compétences-là. Votre méthode pédagogique est déployée dans plusieurs pays. Moi, j'aimerais bénéficier comme ça de votre vision internationale pour voir quelles sont les spécificités d'un pays à un autre. On a une méthode qui est répandue dans une cinquantaine d'écoles, c'est ça, dans une trentaine de pays. On voit bien, et vous nous l'avez dit, voilà, on accueille des gens qui n'auraient pas forcément continué leurs études.
qu'est-ce qui fait la spécificité de la France par rapport aux autres pays, entre le système éducatif d'un pays à un autre, ce que vous accueillez des élèves qui en sortent, alors, plus ou moins facilement. Quelles sont les bonnes pratiques que vous avez pu voir dans d'autres pays et qui seraient intéressants éventuellement à impulser davantage en France? Est-ce que la mise en place que vous avez faite auprès des 12 000 élèves, ça a été le cas aussi dans d'autres pays? Est-ce que ça a été déployé? Je voulais avoir voilà, vos lumières internationales. Merci. Alors, on n'a pas encore déployé Iota. On l'a fait uniquement en France pour l'instant. Et donc là, on l'a traduit, et donc on va le déployer dans d'autres pays. Sur les spécificités à l'international, nous, on ne s'est pas particulièrement intéressé aux méthodes d'apprentissage dans les pays dans lesquels on était, c'est plutôt l'inverse. On a par exemple la Corée, ils sont extrêmement fans de notre système. Je crois qu'on a reçu vraiment énormément de Coréens à Paris pour leur montrer comment fonctionnait notre système pédagogique. Il y a eu beaucoup d'échanges et de porosité entre les universités en Corée et 42. Je voudrais juste dire quelque chose qui est peut-être un peu étonnant, auquel on n'était pas sûr dans ce déploiement international, c'est est-ce que ça allait fonctionner partout, notamment par exemple dans les pays en Asie, où peut-être il y a une relation un peu plus forte sur l'apprentissage entre un maître et son disciple. Voilà, est-ce que malgré tout, cet apprentissage sans professeur allait fonctionner? Et je dois vous le dire, c'est absolument phénoménal, extraordinaire. Ça fonctionne dans toutes les cultures. Je crois qu'il y a un truc de profondément humain dans la manière d'apprendre de 42, qui est une manière qui permet de développer ce dont on parlait, c'est-à-dire cette confiance en soi, cette capacité à croire dans le fait de pouvoir apprendre, de pouvoir se saisir de différents problèmes, et que ça, c'est profondément humain de le faire ensemble. Et que cette manière qu'il y a de se révéler les uns aux autres, de se relever aussi, de s'entraider, eh bien, elle fonctionne partout. Je vais même vous donner une petite anecdote un peu particulière. Quand on a déployé justement le campus en Corée, c'était juste au moment du Covid. Mon interlocuteur était un ancien universitaire qui parlait très mal anglais. Je le voyais en visio. Je me demandais comment il était en train de déployer tout ça. Quand on allait faire le premier audit, parce qu'on fait des sortes d'audits dans les campus, le premier où je suis allée, c'était vite en Corée dès qu'on a pu, en me disant, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Et en effet, c'était un petit peu la cata, il faut bien l'avouer. Et ils avaient utilisé des sortes de tuteurs qui étaient des mentors, mais en fait, c'était des professeurs. Donc, c'était un peu délirant. Je disais, mais ça va pas du tout. Ce qui m'a bluffé, c'était de voir qu'en fait, les étudiants qui étaient rentrés dans ce système, eux-mêmes étaient venus voir en disant, non, mais on n'en veut pas de ces tuteurs. On a compris comment ça fonctionnait et à quel point ça nous nourrissait, à quel point ça nous permettait de nous épanouir et de constituer des compétences qui nous appartenaient, de ne pas nous sentir dépendants du savoir de quelqu'un, de la vérité que quelqu'un détiendrait. Et c'était très beau de voir ça dans leurs yeux. Et on voit ça partout. Je peux vous assurer que je fais des audits un peu partout. Chaque fois, on fait des séances qu'on appelle des Ask Me Anything avec les étudiantes et les étudiants. Et c'est troublant de voir ce qu'ils apprennent à travers cette méthodologie et comment ça les nourrit et les transforme. J'ai un exemple, peut-être un exemple assez émouvant, qui était à Kuala Lumpur, en Malaisie, où on a un étudiant qui est sourd et muet. Donc sourd et muet, faire des évaluations, c'est quand même très contraignant. C'est-à-dire qu'il fait tout par téléphone. Donc il demande aux étudiants pourquoi tu as utilisé telle variable et comment tu as structuré ton truc. Les étudiants doivent répondre aussi en utilisant un téléphone. Cet étudiant nous a écrit, j'étais avec ma directrice com, il nous a dit, je ne savais pas qu'il y avait un endroit sur Terre où j'avais le droit d'exister. C'est quand même assez dingue et assez fort. Je veux dire, ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'il avait été accepté dans son entièreté dans un collectif, il avait été reconnu, que sa différence n'était pas un handicap, était une différence comme vous et moi, et qu'il pouvait apporter quelque chose à l'ensemble. Et ça, on le voit... Je veux dire, partout, c'est comme, on a des profils tellement différents à 42. J'ai des mères de famille, des conducteurs de taxi, des gens qui sont sortis de l'école en 3e, des gens qui ont fait les mines ou centrales. C'est vraiment très, 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 très varié. Et on a des profils, comme je vous le disais, on a Charlotte qui a raté son bac, je pense, 3 fois, quelque chose comme ça, qui pensait qu'elle n'était absolument pas capable d'apprendre, qui a fait 42. Pendant la piscine, il s'avérait qu'elle avait déjà aidé des gens qui avaient fait Sciences Po. Donc vraiment, ça l'a reconnectée en disant « Bon Dieu, je suis capable d'aider ces gens-là, c'est quand même merveilleux ». Qui ensuite a réussi 42. Elle est rentrée chez Emily Search, une super boîte qui a été créée par des gens de 42.
Et on avait fait une émission ensemble sur BFM où on lui disait c'est génial, vous avez un super boulot, vous êtes bien payé. Elle disait ouais, mais le truc le plus extraordinaire que ça m'a appris, 42, c'est pas tellement ça, et je suis ravie, hein, c'est que je sais que je peux faire ce que je veux. C'est-à-dire que je suis capable de te confronter à n'importe quel projet, sujet, et que c'est une question de travail en fait, et d'envie et de désir. Et donc, pour répondre à votre question, à l'international, qu'on aille du Brésil jusqu'en Australie, partout, on a vu la même chose, c'est-à-dire ce même plaisir d'apprendre, partagé dans toutes les cultures. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Monsieur le Président voulait intervenir. Si Madame Lundman, qui est avec nous en salle, veut intervenir aussi, je vous donne la main, Monsieur le Président. J'ai coupé le son. Ah non, vous l'avez recoupé, votre son. Oui, voilà. Oui. Non, mais j'avais une question, Madame Léger, s'agissant de vos étudiants. Quel est l'âge moyen des étudiants? Enfin, s'il y a un âge moyen. En tout cas, quel est le plus jeune? L'âge du plus jeune? Alors, figurez-vous, c'est une bonne question. Quand je suis arrivée à la tête de 42, il y avait une limite d'âge qui était à 30 ans. Qui m'a paru être superfétatoire, inutile, et donc on l'a fait sauter. Donc le plus jeune alors on avait fait une dérogation. Vous avez un jeune il ne faudra pas me tromper de campus, je crois que c'était à Nice, qui avait 14 ans, qui maintenant est à Y Combinator, qui fait des trucs absolument extraordinaires. On avait fait une dérogation. Normalement, en fait, c'est à partir de 18 ans. Vous pouvez rentrer à 42 sans baccalauréat, bien évidemment. En dessous de 18 ans, on vous demande d'avoir le baccalauréat. C'est pour une question aussi d'éviter un peu peut-être une hémorragie, parce que je pense que beaucoup de jeunes souhaiteraient venir à 42 sans baccalauréat très 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 tôt, mais on essaye de mettre un peu une forme de limite. Et le plus âgé à 42 à 64 ans. J'ai aussi on avait fait une réunion. Sur la question de vos relations avec les diplômes, notamment, je ne comprends pas comment il vous a été, comment il se peut qu'on vous ait refusé l'accès au collège et au lycée. Et quels sont les arguments qui vous ont été opposés? Je ne comprends pas très bien. Alors, à l'époque, quand on a eu la première réunion avec les deux personnes, donc c'était Jean-Marc Mérieux, qui nous avait, qui était très très volontaire sur cette expérimentation. Mais après, les deux personnes avec qui on a travaillé m'ont expliqué que au lycée, il y avait déjà quelque chose qui avait été fait par l'État, puisqu'il y avait la spécialisation NSI, que donc il n'y avait pas lieu de pouvoir proposer autre chose, qu'au collège, il y avait déjà quelque chose qui était fait avec l'initiation à la programmation informatique, au Python, qui est fait par des professeurs, soit de mathématiques, soit des professeurs, différents professeurs. Oui, bon, je ne suis pas critique, je ne suis pas là pour... Mais bon, voilà, et que donc il nous restait que le primaire. Mais après, ça a été, franchement... C'était un peu difficile au début, je me suis demandé, mais ça a été extraordinaire. Et puis ce travail qu'on fait avec les enfants, et je vous assure que vraiment les résultats, je vous invite à aller les voir même sur notre site. Et il y a une super émission là sur les maternelles, c'est assez bluffant. Mais nous, on serait absolument volontaires et ravis de pouvoir accompagner l'éducation nationale d'une manière ou d'une autre, de mettre à votre disposition, comme vous le faites, de prendre un laboratoire à côté pour faire une évaluation d'impact et de pouvoir offrir une autre manière d'apprendre avec plaisir. Ouais. Bon, très bien. Nous ne manquerons pas de poser la question au directeur du numérique éducatif que nous recevons cet après-midi, je crois. Ce sera intéressant d'entendre son point de vue là-dessus, hein, c'est-à-dire sur le partenariat avec votre école notamment, et en tout cas avec des organismes qui semblent a priori relativement éloignés de la doxa éducative et pédagogique. Ce sera intéressant de confronter ces points de vue. Très bien. Moi, je n'ai plus d'autres questions, Madame la rapporteure. Est-ce que la collègue qui nous a rejoint aurait des questions à poser à Madame Vigier? Exactement. Oui, je veux bien. Alors, une remarque, moi je suis issue de l'enseignement du premier degré. Donc tout ce que vous avez dit me ravit pour l'avoir un peu expérimenté à l'école. Alors plutôt par la classe inversée, mais toutes les compétences psychosociales que cela développe sont indéniables. Et pour moi, ça devrait faire partie des programmes de l'éducation nationale. Et il faut
à mon avis, commencer à l'école élémentaire. À la maternelle, c'est intuitivement mis en place, cet apprentissage par les pairs. Et dès qu'on arrive au CP, l'apprentissage de la lecture, on casse quelque chose qui fonctionnait bien. Et on se rend compte qu'on perd d'ailleurs, on perd des élèves dans les apprentissages à partir de ce moment-là, alors qu'on a une école maternelle exceptionnelle. Donc pour moi, il faudrait que ce soit inclus dans les programmes de l'éducation nationale et que c'est par ce biais-là aussi qu'on parviendra à utiliser correctement les écrans. Puisqu'on en parle beaucoup en ce moment, je crois qu'il faut utiliser ce type de dispositif pour permettre une meilleure utilisation, une meilleure formation sur l'éducation aux écrans. Donc moi je suis convaincue et ravie d'avoir entendu tout ce que j'ai entendu ce matin. J'avais une question par rapport au travail entre pairs. Comment est-ce que ça se déroule sur place quand les élèves sont sur site? Entre eux, il y a vraiment une entraide, un apprentissage entre les élèves? C'était ma première question. Et puis deuxième question, pourquoi École 42? Je connaissais pas du tout avant et l'intitulé École 42. Voilà. Merci. Je vous remercie beaucoup, ça fait chaud au cœur. Merci infiniment. Je pense que vous avez tout à fait raison. Et je pense qu'on ne peut pas lutter, on ne va pas empêcher les enfants d'utiliser ni les écrans, ni l'IA. Ils vont y aller, et heureusement. Mais en revanche, c'est très important de les éduquer à ces usages-là. Je veux dire, rien que je vois dans ce qu'on apprend dans IOTA, on leur fait de la sensibilisation à l'IA. Ils apprennent des choses simples aussi. C'est quoi un avatar? À se méfier d'une identité numérique. Je veux dire, c'est tellement essentiel à comprendre qu'est-ce que c'est qu'une donnée, une information, pourquoi elle peut être modifiée. Donc, il y a tout ce socle-là de compétences qui, pour moi, est fondamental pour des enfants, mais aussi la manière de l'apprendre qui va justement développer ce dont on parlait, beaucoup plus ce que Bourdieu appelle le capital symbolique, la confiance dans leur pensée et donc de leur manière de pouvoir être critique justement par rapport à l'IA ensuite, plutôt que, on en parlait d'Olivier Rey qui était passé, qui disait en fait l'IA va être utilisée tellement de manière différente pour des enfants qui ont confiance dans leurs capacités, c'est un levier, pour d'autres ça va être une béquille et ça va aggraver les inégalités en fait avec ce genre d'outils. Donc oui, je pense que vous avez raison, c'est tout à fait important. Sur la manière dont se passe l'apprentissage pair à pair, il y a des choses qui sont induites par 42, par exemple pendant ce qu'on appelle la période de piscine, des groupes vont se former, mais le week-end, on forme ce qu'on appelle des rushs, donc on met de manière aléatoire 3 personnes qui vont devoir réaliser un projet. C'est comme en entreprise, vous allez tomber avec des gens que vous n'avez pas tout à fait choisis, avec qui vous allez devoir travailler, qui des fois ça se passe bien, des fois ça se passe pas très bien. Et donc, on les force un peu à travailler ensemble. Après, ils vont choisir des groupes, et puis des fois, les groupes aussi, il y a des aléas qui font qu'ils peuvent les choisir, parfois pas. Il faut quelqu'un qui est à peu près au même niveau que vous. Et comment se passe le travail pair à pair? En fait, il y a des outils qui permettent de se dire, tiens, il y a une personne qui travaille sur le même projet que moi, je vais la voir. On organise aussi parfois ce qu'on appelle des pédiluves. Donc, c'est des périodes où on dit, il y a plein de personnes qui sont coincées là sur ce même projet. On vous rassemble, vous pouvez travailler entre vous, discuter entre vous. Et donc, ça se passe à 42. Je rêve de vous inviter à venir voir comment c'est. C'est très étonnant, et aussi l'architecture vachement très importante de ce bâtiment qui favorise aussi ces échanges. C'est des grands espaces. On a des espaces au calme aussi. Donc voilà, donc c'est les étudiants qui par eux-mêmes aussi, il y a beaucoup de vie, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de choses qui se passent sur le campus qui permettent de faire se rencontrer les personnes qui vont ensuite travailler ensemble. Donc y compris pendant la piscine, quand on dit tu comprends pas quelque chose, tu demandes à ton voisin de gauche, à ton voisin de droite. Voilà. Et votre autre question était sur le nom. Alors, pourquoi le nom, 42? Oui, c'est un nom, c'est un peu un truc de geek. C'est un bouquin que moi j'ai lu quand j'avais 19 ans, mais qui est génial, qui est le guide du retard galactique. C'est extrêmement drôle. Voilà, c'est un bouquin de science-fiction. Et dans ce bouquin de science-fiction, il y a à un moment donné un ordinateur qui est l'ordinateur le plus puissant, qui a mis 8 millions d'années à répondre à une question. Et la question, en fait, c'est la question à tout, la question à la vie, l'univers et le reste. Et cette réponse, c'est 42. Donc c'est un peu un symbole pour dire que c'est un peu la réponse à tout. On comprend plus tard dans le livre pourquoi 42. Mais donc voilà, c'est une petite blague de geek. Très bien. Madame la rapporteure, avez-vous d'autres questions? Je viens de faire ça le Non, timing. merci. Non, avec plaisir. Moi, j'ai pas entendu la réponse. C'est fini.
Bon, très bien. Bien écoutez, Madame Vigée, merci infiniment pour Merci cet échange. infiniment. Très, Merci, très bon courage pour la enrichissant, très commission. rafraîchissant. Et merci pour le travail que vous faites. Je- Bravo. oui, Madame Vigée, je voulais vous remercier également Au revoir. pour cet échange très enrichissant, très intéressant. Je souhaiterais à un moment donné pouvoir visiter votre, je ne veux pas dire école, enfin votre entreprise. Je prendrai contact avec vous si vous voulez bien, parce que je suis curieux de voir comment ça fonctionne. Je me dis, regardez, je suis un ancien professeur, j'aimerais bien voir comment ça fonctionne vraiment, in situ, si j'ose dire. Et si vous acceptez de m'accueillir, ce sera avec joie que je regarderai comment ça marche. Avec très grand plaisir, vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup. Bon, merci. Donc la séance est levée. Bonne fin de journée à tous. À bientôt. Au revoir.